On a pratiquement 10 000 milliards de dollars de dette américaine qui arrive à échéance d'ici la fin de l'année. C'est presque un quart de la dette totale du pays qui s'élève à 36 000 milliards de dollars. À échéance, il n'y a pas 50 solutions. Soit on la rembourse, soit on la refinance. Vous vous en doutez, tout ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ça fait des décennies que la dette est refinancée, entre autres avec l'argent du contribuable, c'est-à-dire vous et moi. Bon, c'est une façon de parler, car évidemment vous n'êtes sûrement pas ressortissant américain, mais c'est un peu pareil pour la France. Dans l'Hexagone, on en est à environ 3300 milliards d'euros de dette, avec des intérêts avoisinant les 70 milliards d'euros par an. On n'est pas encore au niveau des USA, mais vous saisissez l'idée. Bref, les États-Unis sont sur le point de se prendre un mur, et certaines propositions très sérieuses proposent de se servir de Bitcoin pour se sortir de cette situation assez catastrophique. Vous pensez que j'exagère? Eh bien pas tant que ça en vrai. Bitcoin est en passe de devenir un véritable instrument budgétaire pour la première puissance économique mondiale. Et forcément, ça risque de faire pas mal de bruit, et surtout de donner des idées à certains. Le plan est simple, refinancer la dette tout en amassant un maximum de BTC dans les caisses de l'État. Et vous allez le voir dans cette vidéo, c'est très bien pensé, et ça pourrait vraiment changer la perception de Bitcoin à travers le monde. Allez, c'est parti. Le 6 mars dernier, Trump a signé un décret qui change littéralement tout. L'invention de Satoshi Nakamoto devient officiellement un actif de réserve stratégique nationale. Je vous refais pas toute l'histoire parce qu'on en a déjà parlé plein de fois, mais pour la faire courte, le décret signé par Trump établit officiellement une réserve stratégique de Bitcoin constituée des BTC saisis par les autorités fédérales et conservés par le Trésor. Ces Bitcoins ne pourront pas être vendus et devront être gérés comme des actifs de réserve au service des objectifs gouvernementaux. Dorénavant, le département du Trésor et du Commerce sont autorisés à acheter des BTC pour constituer cette fameuse réserve stratégique. La petite subtilité ici, c'est que s'il y a effectivement des achats directs de Bitcoin, il faudra que ça soit totalement budget neutral pour le contribuable américain. En gros, les nouvelles acquisitions pour remplir cette réserve stratégique doivent se faire sans coûter d'argent en plus aux citoyens. Au-delà de l'aspect financier, politiquement parlant, c'est probablement la meilleure stratégie. Cette décision, prise alors que 9 300 milliards de dollars de dette fédérale arrivent à échéance dans l'année, vise à trouver des solutions face à un problème de refinancement critique. Vous le savez, le taux des obligations crève le plafond en ce moment et le 10 ans US est aux alentours des 4,5%. Avec des taux aussi hauts, refinancer la dette devient de plus en plus cher. D'ailleurs, les projections ne sont pas très reluisantes. D'ici l'année prochaine, la charge de la dette pourrait grimper aux alentours des 1000 milliards de dollars rien qu'avec les intérêts. C'est colossal et évidemment, les pouvoirs publics cherchent un moyen pour financer tout ça. En principe, ce qu'on fait, c'est qu'on pioche dans le portefeuille des gens, soit en augmentant les impôts, soit en diminuant le budget de certains postes de dépenses, genre la santé ou l'éducation par exemple. Le truc, c'est que politiquement, ça passe très mal, et surtout en ce moment. C'est dans ce contexte que naît la proposition qui va changer la donne, celle des Bitcoin Enhanced Bonds. À l'origine formulée par le Bitcoin Policy Institute, un groupe de réflexion formé autour de l'invention de Satoshi Nakamoto, les Bitbonds vont rapidement gagner en popularité dans les hautes sphères. En même temps, la proposition elle a de quoi séduire. Dans l'idée, une réserve stratégique de Bitcoin permet de tuer deux oiseaux avec une seule pierre. D'un côté, ça permet d'augmenter le stock de Bitcoin du pays et donc de diversifier les réserves, et de l'autre, ça pourrait alléger la charge de la dette. Pour la première fois, Bitcoin n'est plus perçu comme un ennemi de l'État, mais d'un coup, il devient un allié stratégique. Et ça, franchement, fallait le voir venir. Bon, dit comme ça, c'est du gagnant-gagnant, et il n'y a pas de raison de passer à côté d'une aubaine pareille. Mais du coup, comment faire pour augmenter le stock de Bitcoin sans que cela ne coûte d'argent aux contribuables? Ou mieux, sans que cela ne creuse encore plus le déficit global? Oui, parce qu'au fond, le décret de Trump, il fait que poser des bases légales. La vraie innovation, le vrai game changer, c'est pas vraiment la réserve stratégique en elle-même, mais plutôt ces nouveaux instruments financiers hybrides qui vont faire leur apparition. Alors comment ça marche exactement ces fameuses Bitbonds? Le mécanisme est assez simple à vrai dire, et ça repose sur quelque chose qu'on connaît bien, les obligations d'État. Alors je vais quand même faire un petit rappel, parce que même si on en a parlé plein de fois, ça ne fait jamais de mal. Et puis après tout, je suis là pour ça, l'idée c'est qu'on se comprenne. Une obligation d'État, c'est comme un prêt qu'on fait au gouvernement. C'est un petit papier que vous achetez et qui dit, dans un certain nombre d'années, l'État va te rendre cette somme avec des intérêts. C'est un placement considéré comme extrêmement safe, puisque comme dans tout crédit, il faut s'assurer de la solvabilité du créditeur. Et a priori, il n'y a rien de plus solvable qu'un État, et surtout quand il s'agit des États-Unis. Alors ça, c'est les obligations d'État classiques. Maintenant, les Bitbonds, c'est ça, mais avec du Bitcoin à côté. Je m'explique. Sur le papier, le mécanisme est simple. Imaginez un bon du trésor américain classique, celui dont je viens de vous parler,
séparé, mais avec un peu de Bitcoin en plus. C'est ça un Bitbonds, c'est un titre de dette émis par le gouvernement, garanti par l'État, mais avec une particularité, c'est que 10% de l'argent collecté sert immédiatement à acheter du Bitcoin. Les 90% restants, eux, financent comme d'habitude les dépenses de l'État. Concrètement, dans la proposition, l'échéance d'un Bitbond est à 10 ans, et le taux d'intérêt est de 1%, bien inférieur à une obligation classique, qui, je vous le rappelle, est à 4,5% actuellement. Mais pourquoi des gens iraient s'embêter à acheter une obligation avec un taux si bas? Ça n'a pas de sens, pas vrai? Bah, il y a une petite subtilité quand même. À la fin des 10 ans, donc à l'échéance de l'obligation, l'acheteur récupère non seulement son capital avec les maigres intérêts, mais aussi une part des gains générés par le Bitcoin acheté avec les 10% du capital de départ. Plus précisément, si le prix du Bitcoin augmente, le souscripteur touchera en plus 100% des gains jusqu'à un certain seuil, équivalent à 4,5% de rendement annuel cumulé. Et ça, en plus du 1% de rendement de l'obligation donc. Au-delà de ce seuil, les gains sont partagés entre l'État et l'acheteur de l'obligation, 50% chacun. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est intéressant? Et si le Bitcoin ne monte pas? Eh ben aucun souci, le capital est garanti puisqu'on le récupère à échéance quoi qu'il arrive avec un rendement de 1%. Alors certes, c'est pas énorme, mais bon, si vous êtes sur cette chaîne, je pense que vous pensez aussi que Bitcoin ne peut que s'apprécier d'ici 10 ans. Mais du coup, même si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, parce que les Bitbonds permettent une exposition indirecte au prix du BTC. Si son prix chute d'ici 10 ans, bah vous récupérez quand même votre mise initiale, et s'il monte fort par contre, c'est littéralement jackpot. Mais c'est pas juste un bon plan pour les investisseurs, c'est aussi une arme stratégique pour l'État américain. Avec ses Bitbonds, il réduit le coût de la dette, puisque les intérêts à verser sont bien plus faibles qu'avec des obligations classiques. Bah ouais, entre emprunter à 1% et emprunter à 4,5%, y a pas photo. En prime, ça permet d'accumuler du Bitcoin sans toucher aux impôts, et devinez quoi, de façon budget neutrale. Tiens donc. Et mieux encore, si Bitcoin monte très fort, la part de gains récupérée par l'État pourrait à terme l'aider à rembourser une partie de sa dette. Cerise sur le gâteau, ces Bitbonds pourraient aussi bénéficier d'un traitement fiscal avantageux. On n'en sait pas trop plus que ça encore, mais on pourrait avoir une exonération d'impôts sur les intérêts générés ou même sur les plus-values, pourquoi pas. C'est à la fois une alternative bien plus attractive qu'une augmentation d'impôts ou une politique d'austérité, et en plus, ça a de quoi séduire les particuliers et les institutionnels, particulièrement pour ceux qui n'oseraient pas encore sauter à pieds joints dans Bitcoin justement. Il s'agit là d'une tentative ambitieuse de lier finances traditionnelles et crypto, d'intégrer le Bitcoin dans le système américain et de transformer un outil de dette en levier stratégique. La structure rappelle vraiment celle des obligations convertibles de Strategy où Michael Saylor levait des fonds à taux zéro pour acheter du Bitcoin. Mais la différence majeure, là, elle tient à la garantie étatique. Même si le Bitcoin tombe à zéro, l'investisseur récupère quand même son capital initial. C'est ce qui rend ces produits théoriquement moins risqués. Et autant vous dire que ça n'a pas échappé au gros du secteur. Matthew Seigel, à la tête du département crypto de VanEck, estime que ça pourrait être une coïncidence des besoins littéralement explosive. D'un côté, on a un gouvernement soucieux de rembourser ou à minima de refinancer une dette abyssale, et de l'autre, on a des investisseurs qui veulent se protéger de l'inflation et de la dévaluation de la monnaie. Je vous l'ai dit, les Bitbonds, sur le papier, c'est une pierre deux coups. Les intérêts financiers de chacun sont alignés, ni plus ni moins. Pour les investisseurs, l'attrait est même triple si on regarde bien. On a la sécurité relative d'une obligation d'État classique, le rendement potentiellement colossal de Bitcoin et en prime une exposition au BTC qui ne nécessite pas de compte sur une plateforme d'exchange. Le tout sur un produit bien connu et soutenu par l'État lui-même. Le Bitcoin Policy Institute estime que cette formule pourrait attirer une nouvelle catégorie d'investisseurs institutionnels encore réticents à entrer directement sur le marché crypto. Si on regarde en détail les chiffres du BPI, c'est assez parlant. D'après leurs calculs, les économies réalisées par le gouvernement pourraient atteindre 700 milliards de dollars sous 10 ans, rien qu'avec la réduction des taux d'intérêt. En plus, ces Bitbonds pourraient couvrir jusqu'à 20% des besoins de refinancement de la dette en 2025, ce qui les rend utiles à grande échelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cas où Bitcoin chute d'ici 10 ans, ce sera quasiment neutre pour les investisseurs. Mais alors pour le gouvernement, c'est pareil et c'est même encore mieux. Pourquoi? Parce que les économies réalisées grâce au faible taux d'intérêt des Bitbonds sont tellement importantes qu'elles couvrent largement les pertes potentielles liées à l'achat de Bitcoin. Par exemple, sur une émission de 2000 milliards de dollars, l'État économise chaque année 70 milliards rien qu'en payant moins d'intérêts. C'est bien plus que ce qu'il pourrait perdre avec les 10% investis en Bitcoin, même dans un scénario très défavorable. Bon, je vous ai dit que c'était neutre pour les investisseurs, mais en fait, pas vraiment. Parce qu'en vrai, ce sont eux qui supportent l'intégralité du risque baissier sur la partie Bitcoin. Si le cours chute fortement, ils perdent sur cette portion sans compensation. C'est un manque à gagner plutôt qu'une perte sèche, on s'entend, mais quand même. Évidemment, les porteurs
L'auteur de cette proposition, plutôt novatrice, précise que les fonds générés pourraient à la fois être réalloués à d'autres priorités budgétaires ou même servir à réduire la dette publique immédiatement. Puis il faut pas se leurrer non plus, ça arrange bien le gouvernement d'accumuler du Bitcoin, pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées dans cette vidéo, entre autres. Avec une réserve stratégique de Bitcoin alimentée à hauteur de 10% pour chaque émission, les calculs montrent qu'avec une simple performance annuelle de 37% pour le Bitcoin, soit bien en deçà de sa moyenne historique, le Trésor pourrait capter 1770 milliards de gains sur 10 ans. Évidemment, les projections plus optimistes sont encore plus impressionnantes, vous vous en doutez. Le BPI explique que ce mécanisme pourrait à terme effacer jusqu'à 50 000 milliards de dollars de dette publique d'ici 2045, dans les hypothèses les plus favorables. Bon, il y a quand même quelques critiques. D'abord, la classification réglementaire pose problème. La SEC n'a pas encore déterminé si ces produits relèvent des lois sur les valeurs mobilières traditionnelles ou des régulations crypto. Pour l'instant, on est dans le flou à ce niveau-là. Certains analystes pointent aussi du doigt le risque de voir ces obligations moins attractives en période de baisse du Bitcoin, quand les rendements pourraient devenir négatifs après inflation. L'attrait du produit repose en grande partie sur la performance future du Bitcoin, qui mine de rien reste incertaine. Aussi, il faut bien prendre en compte la complexité opérationnelle de tout ça. Émettre des Bitbonds, ce n'est pas juste ajouter une ligne dans un Excel. Il faut créer une infrastructure sérieuse pour acheter, sécuriser et stocker du Bitcoin à l'échelle nationale, avec des systèmes ultra sécurisés pour éviter les vols ou pertes de clés privées. Ce n'est pas anodin, surtout pour un État. Il faudra aussi former du personnel, établir des protocoles et maintenir tout ça dans la durée. Tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain, et pour Nick Puckrin, ex-analyste chez Goldman Sachs, faut y aller doucement. Il cite des risques au niveau sécurité et stabilité, et il n'a pas tort. En prime, il y a un risque pour les marchés. Ce genre d'achat sur un marché comme Bitcoin, c'est tout sauf neutre, et ça pourrait créer des perturbations. Le tout, c'est de faire ça prudemment et petit à petit. Bon, et enfin, il y a le risque de surpromesse, et aussi l'image que ça peut donner à l'international. Tout ça aussi doit être discuté pour que tout se mette en place dans les règles de l'art. Alors bien sûr, les Bitbonds restent pour l'instant une proposition, un plan ambitieux qui soulève autant d'espoir que de questionnements. Mais ce qu'on vient de voir, c'est que pour la première fois, un actif comme Bitcoin n'est plus cantonné au rôle d'alternative ou de contre-pouvoir. Il devient carrément un outil de politique budgétaire. Et pas dans n'importe quel pays, mais bel et bien aux États-Unis. On est peut-être en train d'assister au début d'un virage historique où les dettes souveraines pourraient en partie être refinancées, non plus avec de l'épargne ou de l'impôt, mais avec Bitcoin. On sait pas trop si ça va marcher, mais ce qui est sûr, c'est que si c'est mis en place et que ça fonctionne, d'autres pays pourraient bien s'en inspirer. En plus, vous connaissez l'adage, les États-Unis font et le reste du monde finit par suivre. En tout cas, dans notre histoire moderne, ça s'est toujours plutôt bien vérifié. Alors on verra bien où tout ça va nous mener, et si vous voulez suivre tout ça avec nous, n'hésitez pas à rejoindre notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en direct live de manière simple et concise. Ça fait vraiment gagner un temps de fou. Alors n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien en description. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Et vous pensez quoi de ces fameuses Bitbonds? C'est un instrument financier d'un tout nouveau genre, et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la question. Alors n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça. Dites-moi aussi si vous avez des idées pour de prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.